Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct du Esplanade du Palais du Peuple pour la rentrée parlementaire de cette 4e législature de la 3e République. Mesdames et messieurs, ça se passe ici en direct. La rentrée parlementaire qui est habituellement, c'est fait chaque 15 septembre. Et surtout, c'est une rentrée septembre consacrée budgétaire pour cette 4e législature, mesdames et messieurs. Ça se fera pour un certain lundi 16 septembre, exceptionnellement par les certains règlements de la Constitution dont le rapporteur de la Chambre basse avait fait le point la semaine dernière en rapport avec cette rentrée. Plusieurs enjeux sont sera au menu de ces discours de la rentrée parlementaire ici en direct à l'Assemblée nationale, mais également dans la Chambre SR au niveau de la Chambre haute du Parlement. Pour ce faire, Top 243 News va vous laisser suivre les déroulements de cet événement. Mais nous vous signalons également, selon le programme, que le discours de la Chambre basse qui sera prononcé par Vital Kamerhe, il a un invité de marque qui sera le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire qui prendra la parole pour annoncer les discours de l'ouverture de cette session ordinaire de septembre consacrée sur le budget de la République du Congo. Top 243 News va vous laisser suivre les déroulements à plus de détails sur votre groupe de médias. Mais nous allons vous laisser suivre d'abord première partie au niveau de l'Assemblée nationale et le Sénat. On y reviendra pour clôturer la journée. Sûrement que la journée sera une journée longue, d'autant plus que cette rentrée, il y a beaucoup des enjeux socio-économiques dans plusieurs domaines de la vie. On va vous laisser suivre plus de détails sur Top 243 News. Restez connectés. Honorable Président du Sénat, l'équipe d'honneur, Béranger Boubacarisse, nous rend l'honneur à l'occasion de la première ouverture de la session ordinaire le 10 septembre 2024. Les commandants d'honneur. Membre. Conformément aux dispositions des articles 115, alinéa 1er et 2e de la Constitution, et 83, alinéa 1er et 2e du règlement intérieur du Sénat, la session ordinaire de septembre s'ouvre solennellement le 15 septembre de chaque année, ou, si ce jour est férié ou tombe un dimanche, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. C'est la raison pour laquelle l'ouverture de la session solennelle de cette session intervient ce lundi 16 septembre 2024. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter aux honorables sénatrices et sénateurs un bon retour dans notre hémicycle, après nos vacances parlementaires méritées, bien que brèves. Dans le même ordre d'idées, qui me sont aussi permis de souhaiter une cordiale bienvenue
à mon estimé collègue, l'honorable président de l'Assemblée nationale, accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale, à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à son équipe gouvernementale, ainsi qu'aux hauts responsables de la justice et des administrations civiles et militaires ici présents. La présence du corps diplomatique, représentant du système des Nations Unies, de l'Union africaine et d'autres organisations internationales constitue un réel motif de joie, une expression d'amitié et surtout l'intérêt porté aux activités parlementaires de la République démocratique du Congo. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, bien que notre session s'ouvre ce lundi 16, je tiens à rappeler que le 15 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la démocratie. Comme vous le savez, le Parlement reste le lieu par excellence où s'exerce la démocratie. La commémoration de cette journée nous donne l'occasion, à nous parlementaires, de réfléchir et de donner un contenu réel à ce concept, à ce propos. Permettez-moi, comme nous sommes encore à la première année de notre législature, d'ouvrir une petite parenthèse pour suggérer quelques considérations. La démocratie est assise sur certaines valeurs fondamentales, dont notamment la justice, l'égalité, la solidarité, la tolérance, le pluralisme, la prise en considération des minorités, la non-violence, le dialogue et la volonté de vivre ensemble. Et je referme rapidement cette petite parenthèse. C'est dire qu'en tant que sénateur, nous sommes appelés à afficher dans notre agir quotidien les valeurs de la culture démocratique. L'ouverture de cette session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, et qui inaugure la 4e législature de la 3e République, m'offre également l'occasion de passer en revue la situation sécuritaire, politique, économique et sociale de notre pays, que nous avons eu l'occasion de palper une fois de plus pendant nos vacances parlementaires. Dans ce cadre, avant toute chose, je tiens à saluer la mémoire de toutes les victimes tombées sur la barbarie du Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'AFC, ainsi que sous les affres terroristes ADF, à l'est du pays, d'une part, et de toutes les autres victimes tombées du fait de l'insécurité de toute forme sur l'ensemble du territoire national, d'autre part. Dans ce même registre, nos pensées vont à l'endroit de nos vaillants soldats tombés sous le drapeau. Il en va de même pour tous nos compatriotes qui ont perdu la vie à la suite des épidémies, des naufrages et autres accidents. Le Sénat, notre Chambre, n'a pas été épargné sur ce chapitre douloureux, avec la disparition du sénateur honoraire, président du bureau provisoire du Sénat, de la législature passée, l'honorable Léon Amboléo Mouba, d'heureuse mémoire, du secrétaire général honoraire du Sénat, M. Daniel Ezingen Dassika, et du directeur honoraire, M. Floribert Manchumba Muntampeng. En leur mémoire à tous. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, la session qui s'ouvre ce jour est principalement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances exercice 2025. De tradition, elle donnera certainement lieu à des débats très animés, inhérents à l'expression vitale de toute démocratie parlementaire. Les inévitables divergences de vues ne doivent pas être perçues comme l'expression à maintenir la bonne tradition de déposer le projet de budget
dans le délai constitutionnel. À cet effet, je demande à la Chambre seule de bien vouloir faire les diligences nécessaires pour nous le transmettre dans le meilleur délai, en vue de permettre son examen et son adoption sans précipitation. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, s'agissant de la situation sécuritaire, depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international, insidieux, nourri par les richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Cette bénédiction naturelle a malheureusement engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Nous ne pouvons ignorer ni minimiser l'implication promonte de certaines multinationales, d'une part, et de certains pays voisins, d'autre part, qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés. Ces actes ignorants constituent une violation flagrante de notre souveraineté et donc une menace à la paix et à la stabilité, non seulement dans la sous-région des Grands Lacs, mais également de l'Afrique tout entière. Il est donc essentiel que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. Nous exigeons des sanctions appropriées à l'encontre des responsables des crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide commis en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage pour les efforts fournis dans le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, afin de leur permettre de contrer efficacement cette occupation injuste. Face à cette menace persistante que j'ai eu à évoquer lors de mon discours d'installation du haut de cette tribune, il est impérieux pour les élus, des élus que nous sommes, de redéfinir une politique parlementaire claire, en phase avec la vision constamment éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui n'est pas opposé à des échanges directs avec les véritables instigateurs de l'insécurité qui gangrène la partie est du pays. En outre, notre Chambre salue et accompagne le gouvernement qui ne ménage aucun effort dans le domaine diplomatique pour ramener la paix intégrale de notre pays, particulièrement dans sa partie orientale. C'est le lieu de citer le processus de Luanda sous la facilitation du président de la République, sœur d'Angola, que nous souhaitons voir aboutir pour la stabilité de la sous-région. Dans la même optique, comme parlementaires, nous avons l'obligation de redynamiser la diplomatie parlementaire pour venir en appui à cette diplomatie gouvernementale au travers des organisations parlementaires, interparlementaires, des groupes d'amitié, organisations au sein desquelles nous continuerons à porter la voix de la République démocratique du Congo à travers le monde. C'est ici le lieu de lancer un appel à toutes les forces vives de la nation à se ranger comme un seul homme derrière le commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, des forces armées et de la police nationale congolaise, aux fins de parvenir à une résolution efficace et définitive de cette crise. J'encourage et félicite l'implication des organisations régionales, notamment la SADC, et de certains États amis dans la quête d'une paix durable à l'est de notre pays. Dans ce même registre, l'insécurité découlant du banditisme urbain appelle à des réformes nécessaires pour endiguer ce phénomène. À l'instar du service national, qui s'évertue à rééduquer et réinsérer certains jeunes, notamment ceux appelés communément Koulouna, l'heure n'est-elle pas venue de traiter de la question de manière plus holistique. Nous devons plus rechercher
des solutions pérennes qui privilégient la création de l'emploi, la formation professionnelle, la promotion des sports et l'encadrement des activités culturelles pour notre jeunesse, défavorisée et trop souvent stigmatisée. À mon avis, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une somme d'énergie juvénile débordante, mais non canalisée. Nous avons donc le devoir, nous responsables politiques, le gouvernement en particulier, de capitaliser sur cette grande masse démographique et investir durablement en ce riche capital humain, incontournable pour atteindre une croissance accélérée et soutenue de notre nation, répondant ainsi à l'un des 6 engagements prioritaires de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Je ne saurais terminer ce chapitre sans évoquer la problématique épineuse et récurrente du non-respect des normes sécuritaires dans le secteur des transports en général et fluvial en particulier. La vie de nos compatriotes étant sacrée, notre Chambre ne saurait rester indifférente face à cette situation. En effet, la libération du transport fluvial a permis à certains compatriotes de devenir armateurs, sans que des mesures d'accompagnement ne soient prises. Ceci a engendré un laisser-aller qui nous a conduits à la situation que nous déplorons aujourd'hui. Il est donc question que le gouvernement y mette de l'ordre par un encadrement rigoureux de ce secteur, car le mal est devenu très profond. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, dans le registre politique, comme il en a été question lors de la dernière réunion interinstitutionnelle, force est de constater que les retards observés dans l'organisation des scrutins ne sont pas sans conséquence dans la consolidation de notre jeune démocratie. En effet, consécutivement à l'annulation des élections dans les circonscriptions électorales de Massimanimba, dans la province du Kwilu, et de Yakoma, dans le nord Bangui, ainsi que la non-tenue des élections dans les territoires de Kwamut, dans la province du Mai-Ndombe, de Rutshuru et Massissi, dans la province du Nord Kivu, notre Chambre se trouve amputée de certains de ses membres. Il en est de même des assemblées provinciales et des exécutifs provinciaux, des dites entités qui jusqu'à ce jour ne sont pas fonctionnelles. Ainsi, nous exhortons la Commission électorale nationale indépendante d'agir avec célérité et rigueur pour l'organisation des élections manquantes. À ce stade de mon allocution, permettez-moi de vous entretenir sur la cohésion nationale. Il convient de souligner qu'en ce moment où notre pays fait face à des crises multiformes, la cohésion nationale demeure le socle de notre nation. C'est ainsi que j'invite toute la communauté politique à ne jamais perdre de vue qu'au cœur de toute démarche politique doit primer l'unité nationale, et ce, conformément avec les dispositions pertinentes de notre loi fondamentale. À cet égard, les générations qui nous ont précédés ont payé le prix fort pour maintenir cette cohésion nationale. Nous n'avons donc pas raison de ne pas faire de même. Il est question de transmettre aux générations qui vont nous succéder la culture de la grandeur de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, unie et indivisible, dans sa superficie héritée lors de son accession à la souveraineté nationale, quelles que soient les épreuves. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, en ce qui concerne le secteur de la justice, tel que j'ai eu à le dire lors de l'installation du bureau définitif de notre Chambre, la lutte contre la corruption, ce fléau qui gangrène notre société, mérite qu'on y réfléchisse sérieusement. La justice, ce domaine essentiel de la vie nationale, devrait être la priorité des priorités pour garantir une meilleure lutte contre les anti-valeurs. C'est la raison pour laquelle le Sénat salue les réformes du système judiciaire. Ces réformes permettront à coup sûr l'éradication de l'impunité tout en renforçant la rigueur et la transparence dans les procédures
judiciaire. De ce fait, il est essentiel de garantir que toutes les accusations soient examinées avec la plus grande impartialité et que chaque personne reconnue coupable de violation de la loi soit tenue responsable de ses actes. Je salue ainsi les différentes sentences prononcées dans les décisions de justice concernant les rebelles du M23, les membres de l'AFC, ainsi que les assaillants du coup d'État manqué du 19 mai 2024. Nous devons nous assurer que ces individus qui ont causé des souffrances pénibles à la population répondent réellement de leurs actes. Il n'est pas sans importance de rappeler que les récents événements malheureux qui se sont produits à la prison centrale de Makala, dont nous déplorons les pertes en vies humaines et les violences faites aux femmes, devraient nous interpeller sur les conditions carcérales dans lesquelles vivent nos compatriotes privés de liberté. Il est impérieux que le gouvernement puisse prendre des mesures qui s'imposent pour que pareille situation ne se reproduise. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, la session étant principalement budgétaire, les attentes de notre population sont nombreuses et tournées vers nous, autorités budgétaires. Sur le plan économique, plusieurs volets mériteront d'être développés au cours de nos travaux et échanges. J'encourage le gouvernement à déployer plus d'efforts pour mobiliser des recettes intérieures et prendre à bras le corps la problématique liée au climat des affaires, notamment la lutte contre l'incivisme fiscal, le coulage des recettes et la corruption. À cela s'ajoute la stabilisation du taux de change, la monnaie nationale, face aux devises internationales. La dépréciation de notre monnaie est à la base de la chute du pouvoir d'achat de notre peuple et impacte négativement le panier de la ménagère. De même, je l'encourage à promouvoir les secteurs productifs et l'exploitation durable des ressources naturelles à fort impact sur la réduction de la pauvreté, notamment l'agriculture. Ceci rencontre la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui vise la revanche du sol sur le sous-sol. Ainsi, face à toutes ces contraintes pressantes auxquelles notre population est confrontée, notre Chambre entend user de toutes ses prérogatives constitutionnelles et réglementaires en vue d'un contrôle régulier et sans relâche de l'action gouvernementale, au fin de soulager les maux qui nous rongent. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la situation sociale demeure préoccupante. Néanmoins, nous saluons d'une part les mesures d'allègement de la fiscalité sur les importations de certains produits alimentaires de première nécessité prises récemment par le gouvernement en vue de lutter contre la vie chère, et lui recommandant d'autre part de prendre des mesures incitatives en faveur de la production locale en perspective d'une souveraineté alimentaire. Cela aura le bénéfice de booster notre économie et de contribuer à coup sûr à la création d'emplois pour notre population. Dans la quête de la paix sociale, je salue également l'engagement pris par le gouvernement d'assurer, d'une part, la paix des agents publics de l'État à une date fixe, et d'autre part, la projection d'une nouvelle politique salariale devant concourir à l'éradication de l'injustice et des disparités au sein de l'administration publique. Parlant de l'éducation nationale, notre Chambre encourage non seulement le renforcement des capacités du corps enseignant, mais aussi et surtout l'actualisation des salaires des enseignants pour les motiver davantage, surtout au niveau primaire où la gratuité est effective. Il en va de même pour la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, indispensables à une formation de qualité de nos enfants. C'est ici pour nous l'occasion d'encourager l'exécutif national
poursuivre son aide dans le domaine de la gratuité de l'enseignement, en tenant compte, s'il est chez du niveau secondaire, sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le programme de l'enseignement supérieur et universitaire a récemment connu une mutation vers le système LMD, qui, faute de préalable nécessaire à sa mise en œuvre dans notre contexte éducatif, requiert une attention particulière. Il revient donc à l'exécutif national de procéder à mi-parcours à son évaluation sans complaisance. Je ne saurais clore ce chapitre sans évoquer le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, qui, sous l'impulsion du chef de l'État, constitue un canal par excellence de diffusion du savoir et de développement des compétences. Je loue à cet effet l'œuvre du génie congolais à travers les expositions tenues du 27 au 29 août 2024, ici, au Palais du Peuple, pour la promotion des inventions Made in Congo. Je voudrais, avec insistance, suggérer au gouvernement de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour lancer le pays vers la maîtrise de l'intelligence artificielle, car dans les années à venir, nous serons condamnés de ne nous y être pas investis à temps. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, dans le domaine de la santé publique, notre pays est une fois de plus confronté à des épidémies et des endémies, notamment le paludisme, la rougeole, le choléra et une autre variante de la Covid-19, ainsi qu'à la résurgence de l'épidémie monkeypox, maladie virale d'origine animale. Les programmes de prévention et de prise en charge mis en place peinent à endiguer complètement ces fléaux. Nous exhortons le gouvernement à prendre des mesures idoines à cet effet. Par ailleurs, nous appelons la population congolaise, dans son ensemble, à la stricte application des mesures édictées par les autorités sanitaires. Dans le même registre, nous attirons l'attention du gouvernement sur la problématique de la malnutrition aiguë et chronique dans la population infantile et majoritairement victime. Enfin, qu'il me soit permis de saluer les efforts fournis par l'exécutif national dans le cadre de la couverture santé universelle et de la gratuité de la maternité, rendue effective sous l'impulsion toujours pertinente du président de la République et chef de l'État. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, sur le plan environnemental, il n'est pas sans importance de rappeler à cette occasion que notre pays, avec sa vaste forêt équatoriale, constitue non seulement un trésor pour l'humanité, mais également un acteur clé ou pays solution dans la régulation du climat mondial. Les enjeux environnementaux se présentent aujourd'hui comme l'un des défis les plus pressants auxquels l'humanité tout entière fait face. Le changement climatique, la perte de la biodiversité, la déforestation et la dégradation des écosystèmes sont des menaces qui pèsent lourdement sur l'avenir de notre planète. Face à ces défis, la République démocratique du Congo, riche de ses immenses ressources naturelles, se voit confier une responsabilité de premier ordre. Il est donc essentiel que nous tirions parti des mécanismes de crédit carbone pour en bénéficier pleinement. Cela permettrait non seulement de préserver nos ressources naturelles, mais aussi de compenser financièrement nos populations, les encourageant à entreprendre des activités génératrices de revenus qui ne compromettent pas nos forêts. En parallèle, la lutte contre l'insalubrité et le changement climatique à l'échelle locale reste un enjeu majeur pour la préservation de notre environnement. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, en ce qui concerne les infrastructures et le transport, les projets de construction et de réhabilitation des ports et des routes revêtent une importance capitale pour notre pays. Au regard de son caractère stratégique, le projet de port en eau profonde de Banana implique que l'instance compétente qui en assure le suivi fasse régulièrement le point sur son avancement.
Il en est de même pour les principales routes nationales. C'est ici le lieu de saluer les travaux de construction des rocades autour de la ville de Kinshasa, lancés récemment par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Cette action louable va à coup sûr améliorer la fluidité de la circulation dans la capitale. Aussi, la construction des chemins de fer reliant l'ensemble du territoire national doit-elle être une priorité absolue. Il est tout aussi essentiel, dans le cadre de la politique de la bonne gouvernance, de voir des autorités compétentes veiller à la maintenance des chemins de fer existants. La relance des compagnies nationales de transport aérien, ferroviaire et routier est essentielle pour établir la connectivité nationale et internationale au vu d'améliorer la mobilité de nos populations. De plus, la maintenance et l'entretien des routes, ponts, aéroports, ports et autres infrastructures de base sont également des priorités pour assurer la fluidité du transport et soutenir notre économie. Je tiens à encourager le gouvernement à poursuivre sans relâche le programme de développement local des 145 territoires, qui constitue une des réponses efficaces au développement des infrastructures à partir de la base, particulièrement dans son volet de routes, de dessertes agricoles, de l'électricité, de l'eau et de l'autonomisation de la femme. Par ailleurs, toujours dans ce chapitre des infrastructures, laissez-moi aussi plaider pour ma propre chapelle. En effet, il n'est pas normal que jusqu'à ce jour, le Parlement de la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir son propre siège. Le palais du peuple que nous utilisons jusque-là est à titre provisoire. Et cela totalise déjà 30 ans. C'est pourquoi, de concert avec la Chambre seule, nous devons projeter pendant notre législature l'idée de doter notre Parlement d'un siège propre à lui. J'exhorte les sénateurs donc que nous sommes, en tant qu'autorité budgétaire, de veiller à cela pour que nous léguions à notre postérité un bâtiment digne de législature. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, à présent, laissez-moi m'appesantir un peu sur le rôle du Sénat comme chambre parlementaire pour éclairer certains compatriotes qui se posent encore la question à ce sujet. En effet, outre ces missions classiques de légiférer et de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics, concurremment avec l'Assemblée nationale, la Chambre haute joue le rôle de l'équilibre des pouvoirs dans le vote des lois pour le bon fonctionnement de la République. L'approche de la navette des textes législatifs, en vertu des principes constitutionnels, lui permet d'apporter une réelle valeur ajoutée au travail parlementaire, un enrichissement indéniable de la vie démocratique. En sus, il convient de rappeler que le sénateur représente sa province. Et à ce titre, le Sénat est appelé à veiller sur les intérêts des provinces au niveau national. Le Sénat, en tant que l'émanation des provinces, a un rôle crucial à jouer en travaillant de concert avec les autres institutions en vue d'encourager l'élaboration d'une stratégie territoriale qui répond aux attentes de nos provinces et assure la sécurité globale de notre nation. À ce titre, il a vocation d'être le garant de la décentralisation, le défenseur institutionnel de la gouvernance locale et le laboratoire national du développement à la base. C'est dans cette optique que mon prédécesseur avait en son temps initié un cadre de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales. Jugé louable, je souhaite que ce cadre soit permanent afin de poursuivre cette initiative, considérée comme canal de concertation et de dialogue, ainsi que d'interaction institutionnelle
républicaine entre le Sénat et les provinces ainsi que les entités territoriales décentralisées. Pour ma part, je m'engage à ouvrir des discussions sur la possibilité pour notre Chambre d'accroître sa collaboration avec les institutions provinciales et locales. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, élus comme sénateurs de la 4e législature, la 3e République, à l'heure où notre nation est confrontée à des défis majeurs, nous devons plus que jamais rester unis et vigilants. La réussite de notre mandat dépend de notre capacité à transcender les divisions partisanes pour œuvrer ensemble au service du bien commun. C'est par notre unité et notre encouragement que nous contribuerons à garantir la paix, la sécurité et le développement de notre cher pays. Notre peuple attend que nous soyons à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiées. Il est de notre devoir de répondre à cette attente avec honneur, intégrité et détermination. Ensemble, travaillons pour une nation forte, prospère et unie. Il est de notre devoir de rappeler à la conscience nationale que le Sénat ne se contentera jamais d'être un simple observateur. Non, aujourd'hui plus que jamais, notre engagement doit être total pour garantir les décisions prises dans cette auguste assemblée, afin de contribuer à renforcer l'État congolais, à préserver son intégrité et à consolider la paix que nos concitoyens méritent. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, tout en restant fidèles à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mon action et celle des membres du bureau qui m'entourent dans la gestion de notre chambre parlementaire reposera toujours sur un plan visant à faire de notre chambre une institution, le Sénat, un Sénat efficace, moderne et accessible. Pour un Sénat efficace, nous travaillerons sans relâche à la promotion de la culture de participation, afin que par leur apport individuel et collectif, les honorables sénatrices et sénateurs prennent des initiatives législatives et de contrôle courageuses et innovantes, à même de garantir le rendement optimal de notre institution. Pour un Sénat moderne, nous nous investirons dans l'introduction des nouvelles technologies d'information et de la communication, non seulement pour permettre à notre administration d'améliorer ses méthodes de travail, mais aussi et surtout pour renforcer la communication interne entre les honorables sénatrices et sénateurs. Pour un Sénat accessible, nous œuvrerons enfin non seulement à ce que notre population ait un accès direct à notre chambre. Pour tous les invités avec le président du Sénat. Les membres du personnel des cabinets et de l'administration seront quant à eux servis dans la salle Kivu du Palais du Peuple. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De se mouvoir. Très bonne chose. Je pense que c'est maintenant l'occasion pour nous de nous mettre au travail. C'est non seulement la rentrée pour la session de septembre, une session budgétaire, mais également c'est le début sur le plan du travail de la nouvelle législature pour le Sénat. Tant de sujets intéressants qui vont nous préoccuper durant toute la législature. Et donc pour cette session, nous allons particulièrement nous intéresser à la question du budget, mais également à la question du contrôle parlementaire à travers le contrôle de toutes les sources de recettes de l'État, parce qu'il faut finalement s'assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Le Sénat a rayonné, a rempli ses missions de représentation des provinces. Nous sommes dans une session budgétaire, donc ce qui revient aux provinces doit leur appartenir, pour leur permettre de parce que le Congo doit se développer à la base. Tout l'argent du pays ne peut pas être consommé au niveau du gouvernement central, alors que les provinces ont leurs droits. La Constitution dit que les recettes de province, il y a d'abord les recettes à caractère national.
Et ces recettes-là ne viennent pas. Je parle ici de la rubrique budget d'investissement. Et s'il n'y a pas d'investissement en province, eh ben, le Congo n'a pas d'infrastructure. Nous n'avons pas de route. Il a incité sur le programme de 145 territoires. Voilà, j'insiste là-dessus. Il faut que ce programme s'applique parce que c'est ce programme qui permet au pays d'avoir des infrastructures à la base. C'était des travaux qui ont levé les options qui doivent être appliquées, parmi lesquels nous devons descendre au niveau des limites. Les limites entre l'Omami et la province de Lualaba. Donc, avec les experts de l'Institut géographique, afin de remettre les frontières à leur niveau. La révision de la loi organique de 2015. Cette loi a créé des problèmes. Il faut donc revenir à la loi de 1967. Donc voilà les résolutions qui ont été prises, qui doivent être appliquées. Si elles ne sont pas appliquées, les conflits demeureront. Vous savez, nous félicitons d'abord son Excellence, Monsieur le Président de la République, par sa détermination pour se dresser contre tous les intérêts économiques, crimes économiques étrangers qui jouent dans la partie est du pays. Et je pense que le Président du Sénat a rappelé que tous les pays et toute la population est derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que nous puissions nous battre par rapport à ça. Et vous savez, comme le président dit, nous utilisons toutes les options, que ce soit l'option militaire, que ce soit l'option diplomatique, et ça commence déjà à payer des fruits. Nous espérons au processus de Luanda qui est pour qu'on puisse mettre définitivement fin à cette insécurité de l'Est qui perturbe notre trajectoire de développement. Et puis ça perturbe aussi nos fruits de croissance et de développement, d'amélioration des conditions de nos populations. Et nous espérons que d'ici là, on est déjà en train d'y aboutir avec la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La paix sera restaurée et le développement va commencer dans la partie Est. Les défis sur le transport, les voies de communication, les défis sur l'alimentation. Il n'y a pas assez de production, il n'y a pas l'incitation à la production locale. Il y en a nommé que les gens, au niveau de la population, au niveau de la base, il y a vraiment des souffrances accrues. Il serait mieux que le gouvernement s'y penche et nous, les parlementaires. C'est la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, ça fait partie de beaucoup de produits, mais qui est au moins une diminution des prix des denrées alimentaires. Les importations ne vont pas suffire pour que tout cela soit régularisé. C'est un problème qui touche le monde. Le développement, c'est l'apanage de tous. Ce n'est pas seulement les institutions, mais aussi la population doit participer à l'accroissement du développement. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.